that's a problem. Is we always, I'm used to saying Kuruskin, All right. not Kuruskin. Coruscant. If you mispronounce it, it's okay. No, everybody will start laughing. Nobody's fan of that. Salut à tous, c'est Asthmatique et bienvenue dans Pourquoi tant de haine. Et aujourd'hui, on va rester sur du Star Wars, parce que moi, Star Wars, j'aime bien ça. Et on va parler d'un des personnages principaux, Anakin Skywalker, parce que même s'il n'a pas reçu des sauts de merde aussi remplis que ce Jar Jar, il faut bien avouer que le personnage n'a pas toujours eu bonne presse auprès des fans. Alors pour ceux qui ne seraient pas tout à fait au courant, certainement parce que leur discussion mondaine ne porte pas exclusivement sur Star Wars, on va faire un petit point rapide sur ce que certains reprochent au personnage ainsi qu'à ses différents interprètes. En 1999, Star Wars épisode 1 nous présente un Dark Vador en version 9 ans et demi, qui deviendra d'ailleurs le tout premier enfant mis en scène dans la saga. Et c'est un point que les puristes ne manqueront pas de reprocher au personnage, le fait d'être un enfant. Ce qui apparemment reviendrait constamment au cours du film comme un rappel que... it's a film for 12-year-olds. Par la suite, la saga fera évoluer le personnage en un espèce d'ado en crise, déjà tiraillé par le côté obscur par ses hormones. Nombreux seront ceux à exprimer leur malaise quant aux scènes de romance avec Padmé, pour ne pas parler de harcèlement dans certains cas. À cela vient s'ajouter les quelques petits caprices du personnage qui ne manqueront pas d'agacer les spectateurs. Et sans oublier que, il aime pas le sable. I don't like sand. Alors oui, je sais, il y en a qui diront qu'ils aiment bien Anakin et qu'il n'y a aucun problème pour eux. Mais on s'en fout. L'important ici, c'est que certains lui ont trouvé de gros défauts. Et moi, en admettant que tout cela est vrai et légitime, je vais m'intéresser au pourquoi du comment. Et si je ne peux pas faire changer la vie de tout le monde, je peux au moins vous inciter à vous poser les bonnes questions. Commençons par le commencement. And our next guest plays Anakin Skywalker, the boy who grows up to be the force of all evil, Darth Vader, in the new Star Wars movie. It is Jake Lloyd! Hi Jake, how are you today? Good, how about you? Anakin est d'abord interprété dans sa version la plus juvénile par Jake Lloyd, un enfant acteur ayant très mal tourné après la sortie du film. Il eut d'abord de gros problèmes à l'école, ses camarades se moquant de lui systématiquement en imitant des bruits de sabre laser à chaque fois qu'ils le voyaient. Your friends were jealous when you told them that you got the part of Anakin. No, they really didn't care. How do they feel now though when they see you up They there? don't care. En 2015, il est diagnostiqué schizophrène lors d'une détention à la suite d'une conduite sans permis et en excès de vitesse. Il déclara notamment que le fait d'être devenu célèbre grâce à Star Wars a brisé son enfance et sa carrière d'acteur. Ouais bon, ça c'est un peu triste, alors on va vite revenir à l'enfant tout mignon et tout gentil parce que sinon ce sera pas sympa comme vidéo. I don't like sand. I don't like sand. Sand. That is something I know I cannot do. It's coarse and rough and here everything is soft and smooth. Jake Lloyd a donc, comme beaucoup d'enfants acteurs aux États-Unis, commencé sa carrière dans des publicités ou en faisant des petites apparitions dans des séries télé avant de décrocher quelques rôles dans des longs métrages comme La course aux jouets ou encore Décroche les étoiles où figurez-vous qu'il partage l'affiche avec Gerard Depardieu. Il décrochera ensuite le rôle du jeune Anakin Skywalker dans ce qui sera le plus gros film des années 90, Star Wars épisode 1, volant ainsi la vedette à près de 3000 petits garçons auditionnés. Alors pourquoi Jake Lloyd? Eh bien précisément parce que c'est un petit enfant trop mignon qui inspire immédiatement l'innocence. George Lucas voulait justement montrer l'exact opposé du mal absolu qu'incarnait Dark Vador, prenant ainsi à contre-pied un raisonnement bête et naïf qui voudrait que le plus grand méchant de l'histoire soit forcément dès son plus jeune âge un enfant à problème. Et premier point de désaccord avec la communauté qui n'a pas manqué de critiquer le côté très enfantin du film, apporté entre autres par Anakin. Well, hey, you say you're a Star Wars fan. Do you like Darth Vader? I fucking love Darth Vader, dude. Is he in the first movie? Yeah, in the first movie, you get to see him as a little kid. Is he like a little Damien Omen kid, like evil? No, he's just like this little kid, and then he gets taken away from his mom, and he's very sad. Mais si Lucas voulait éviter de montrer Anakin comme un espèce d'enfant démoniaque, peut-être aurait-il dû faire plus attention à son département marketing qu'il a clairement vendu ainsi dans les premières bandes annonces. I sense much fear in you. The boy is dangerous. They all sense it. Why can't you? Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. Et bien sûr, à cela s'ajoute un jeu d'acteur qui fera parfois grincer quelques dents. Mais bon, je vais pas m'acharner sur un gamin de 10 ans qui de toute évidence faisait de son mieux, surtout qu'apparemment il a déjà assez souffert, alors je vais en rester là.
Je vais plutôt garder le sujet du jeu d'acteur pour notre deuxième Anakin. Hayden Christensen. Hayden Christensen est la belle gueule ayant interprété Anakin dans les épisodes 2 et 3. Avant de décrocher ce rôle, le public avait déjà pu le voir plus jeune dans quelques séries, dont certaines que reconnaîtront les nostalgiques de ma génération, Chair de poule et Fais-moi peur. I'll be seeing you real soon, cousins. Plus tard, il décrochera un rôle plus important, celui d'un adolescent abusé sexuellement par sa belle-mère dans une série nommée « Oh mon Dieu, mais tout est lié ». Viendra ensuite, en 2001, le long métrage La Maison sur l'océan, dans lequel il incarnera un autre adolescent un peu perturbé, avec le look qu'ont les adolescents un peu perturbés dans les années 2000. Malgré un échec au box-office, la prestation d'Hayden Christensen sera néanmoins saluée. C'est après cela qu'il interprétera le rôle d'Anakin, pour lequel il se glissera à nouveau dans la peau d'un adolescent un peu perturbé, avant d'être progressivement évincé du milieu hollywoodien. Take one, Mark. To be honest, I went in with no expectations. I really wasn't thinking that, you know, oh, I really want this part. It was just, wow, you know, that's George Lucas. This is cool. Bon, déjà, vis-à-vis du CV de ce mec, on peut écarter l'hypothèse de l'erreur de casting ou de la faute de jeu pour le côté ado en pleine crise. C'était bien évidemment voulu. Ce qui ne veut pas dire que c'était bien vu. Mais jusque-là, l'intention semble logique en tant qu'étape entre petit enfant tout mignon et tout gentil et figure emblématique du mal. Alors ok, on va dire que cet aspect du personnage est justifié. Mais si l'idée de base n'est pas foncièrement critiquable, qu'en est-il de l'exécution? Et c'est là qu'on va parler du jeu d'acteur. Et je fais le choix de ne pas critiquer le jeu d'acteur de Christensen. Je pars du principe que Hayden Christensen est certainement un bon acteur, car après tout, il s'est déjà montré convaincant par le passé et également par la suite. Et tout comme Jake Lloyd avant lui, il a tout de même dû passer par un casting assez béton, certainement organisé par des gens plutôt compétents. Oui, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient pris à la légère le choix d'un acteur principal pour un film aussi important. Bah oui, mais bon, si c'est un bon acteur, pourquoi il joue si mal dans ce cas-là? Et l'une des raisons possibles, c'est que Christensen est peut-être un acteur mal dirigé. Et oui, parce que même le plus talentueux des acteurs peut fournir une performance pas top si jamais il est mal dirigé. Et ce qui tendrait à approuver cette thèse, c'est que le reste des acteurs jouent aussi un petit peu comme des pneus. Oh mais c'est pas vrai ça, attends, encore Christensen, ok, tout le monde dit qu'il joue mal donc c'est qu'il doit jouer comme un pneu, mais les autres, franchement, ça va. Enfin moi ça m'aurait fait tiquer si tout le monde joue mal dans Star Wars. Parenthèse! Nani? Pour ceux qui penseraient qu'on exagère au sujet du jeu des acteurs, eh bien c'est normal, c'est tout simplement parce que votre avis est biaisé. Voilà. Votre avis est biaisé par la version française. Alors attention, je ne vais surtout pas rentrer dans un espèce de débat VO-VF qui est en soi un peu hors sujet. Je vais juste me contenter de dire que la plupart d'entre vous ont certainement découvert les épisodes 1, 2 et 3 en VF. Et d'ailleurs peut-être que vous n'avez jamais vu la VO. Et dans ce cas, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas trouvé de problème quant au jeu des acteurs, tout simplement parce que la VF, elle est vraiment pas dégueu. L'équipe de doublage a effectivement fait un travail admirable sur ces films, à tel point que dans ce cas-là plus qu'un autre, je trouve que leur performance est vraiment à mettre à part vis-à-vis de la VO. On sera forcé de constater que nombre de répliques qui manquaient de justesse ou d'implication en VO passent beaucoup mieux en VF. Why couldn't I save her? I know I could have. Pourquoi fallait-il qu'elle meure? Si j'avais été là, je l'aurais sauvée. I promise you. I will even learn to stop people from dying. Je te le promets, Padmé. J'apprendrai même à préserver les gens de la mort. It's all Obi-Wan's fault. He's jealous. He's holding me back. Tout ça, c'est la faute d'Obi-Wan. Il est jaloux. Il m'empêche de grandir. From my point of view, the Jedi are evil. Pour moi, le mal absolu, ce sont les Jedi, c'est vous! You underestimate my power. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Je vais donc dire un grand bravo aux comédiens de doublage, mais pour ce qui est des critiques sur le jeu d'acteur, je vais plutôt me concentrer sur la version originale. Parce que je pense que les critiques les plus vives portent essentiellement sur cette version, et si vous n'avez jamais vu les films en version originale, je vous conseille d'y jeter un œil histoire de vous faire une meilleure idée sur le sujet. Fin de la parenthèse. Donc oui, le jeu d'acteur n'est vraiment pas top dans son ensemble, les comédiens sont parfois un peu mous, souvent trop monocordes, et on tombe parfois dans un espèce de cliché de fausse tragédie grecque. Surtout quand on combine cela avec des dialogues pas toujours très percutants, et une mise en scène qui met peu en valeur les personnages. On a souvent l'impression que les personnages étaient tranquillement en train de glander sur leur canapé en attendant que la scène commence. Et ce sont des problèmes plutôt caractéristiques d'une direction d'acteurs laxiste.
Oui, mais si on fait comme tout à l'heure, eh ben George Lucas aussi, c'est un réalisateur compétent. Et puis avant les préquels, il y avait pas grand-chose à dire, hein, donc il a l'habitude de diriger des acteurs. C'est vrai, mais George Lucas n'est plus le petit réalisateur un peu capricieux en qui personne ne croyait dans les années 70. Et si à l'époque personne n'ose gêner pour lui faire une objection en plein tournage, pas sûr que 20 ans plus tard, un petit acteur comme Hayden Christensen ose lui dire des trucs comme ça. We used to say you can type this stuff, but you can't say it. But he's a little impatient with the process of acting, of finding something, you know? And he thinks it's there. It's right there. I wrote it down, you know? Just do that. You know, sometimes you can't just do that and make it work. I'm still angry about the way they treated Jake Lloyd. He was only 10 years old, that boy, and he did exactly what George wanted him to do. Believe me, I understand clunky dialogue. D'ailleurs, si on se penche vers des acteurs plus expérimentés, comme par exemple Liam Neeson ou encore Christopher Lee, on a beaucoup moins de problèmes. Peut-être parce qu'en plus d'être mieux apte à fournir une performance convenable avec peu d'indications, il ne se gênait pas pour demander une nouvelle prise quand il le jugeait nécessaire. Et encore une fois, ce n'est pas forcément à mettre au défaut des acteurs. C'est normal pour un acteur d'avoir besoin d'être bien dirigé. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Lucas d'avoir négligé ce point-là, surtout quand on pense à l'immensité que représentaient ces tournages pour l'époque? Si aujourd'hui les blockbusters tournés sur fond vert sont monnaie courante, George Lucas était l'un des premiers à utiliser cette technologie à si grande échelle. Durant le tournage, Lucas devait continuellement se projeter sur le rendu qu'aurait chaque scène après une couche colossale de post-prod. Et il en va d'ailleurs de même pour les acteurs. Now, in this kind of movie, in some respects, it's more difficult because you don't know what is in front of you. You have to have a very vivid imagination. We've had, as you say, an enormous amount of blue screen or green screen also, it seems, work in this film. And I'll never get used to that. It's really, really hard. Sans parler des possibilités innombrables qui s'offraient à Lucas pour modifier les scènes tournées comme bon lui semble, comme par exemple la possibilité de modifier les positions des acteurs en post-prod. Pas étonnant qu'on soit moins rigoureux dans la direction de ces acteurs quand on a l'illusion que les techniciens peuvent tout arranger. This is cyber directing. Par contre, si on parle de l'écriture du personnage d'Anakin, là, ça risque d'être un peu plus compliqué de lui trouver des excuses. J'ai déjà évoqué l'objectif scénaristique qu'avait en tête George Lucas pour le développement d'Anakin, montrer au public comment un petit garçon plein d'innocence et plein de bonne volonté peut progressivement basculer vers la figure despotique ayant tant marqué l'imaginaire commun. Là où l'épisode 2 montrait un jeune homme un peu rebelle et incompris, l'épisode 3 devait parachever sa transformation vers Dark Vador en lui donnant du sens. Mais devant le résultat, nombreux seront les spectateurs qui objecteront qu'Anakin aurait quand même pu se poser 5 minutes et réfléchir calmement avant de risquer de faire une grosse connerie. Et c'est justement ça le problème, Anakin fait des conneries. Ou pour être plus précis et un peu moins grossier, on dira qu'on a un peu de mal à éprouver de l'empathie pour les choix que fait Anakin. Oui, parce qu'après tout, son erreur à la base, c'est d'avoir plus ou moins provoqué la mort de Mace Windu, mais on va dire, ok, il a paniqué, il a eu un coup de sang, il a fait une bêtise et il s'en veut terriblement. D'autant que vis-à-vis de la doctrine Jedi, il n'était pas idiot de vouloir épargner Palpatine qui semblait alors désarmé. C'est par la suite que les décisions d'Anakin vont à l'encontre de l'opinion du spectateur, lorsqu'il décide de ployer le genou devant Dark Sidious, le seigneur Sith qu'il jurait de détruire la veille, et exécute sans poser de questions ses commandements comme celui d'aller tuer des petits enfants innocents. Alors oui, Anakin a tout de même ses raisons. Il veut sauver la femme qu'il aime d'une mort qui lui semble certaine. Mais de là à aller gober tout ce que lui dit Palpatine sans poser de questions, est-ce que le prétexte est suffisant ? Car, encore une fois, la fin du film ne nous montre pas un personnage tiraillé de devoir commettre de mauvaises actions pour une bonne intention. À partir du moment où Anakin ploie le genou, il devient sans s'y méprendre le Dark Vador que l'on connaît dans les films suivants, l'armure en moins. The war is over. Lord Sidious promised us peace. We only want... Mais vous allez me dire qu'une fois soumis à la corruption du côté obscur, à jamais il consumera son destin. Ouais bah... c'est quand même dommage d'en arriver à ces explications-là, non? Ce qui manque à Anakin en tant que personnage, c'est une motivation d'ordre idéologique. Par exemple, un profond désaccord avec l'ordre Jedi et sa doctrine. Et ben justement, c'est présent. Pour rappel, durant l'épisode 3, le Conseil Jedi donne pour mission officieuse à Anakin d'espionner le chancelier. Anakin s'oppose farouchement à cette directive qu'il juge indigne de l'ordre Jedi. You're asking me to do something against the Jedi Code, against the Republic. Against a mentor and a friend, that's what's out of place here. Et Palpatine se servira de ce désaccord pour déstabiliser la confiance d'Anakin envers ses maîtres. Le problème, c'est qu'Anakin semble être plus indigné de ne pas être promu au rang de maître Jedi plutôt que par véritable problème idéologique, ce qui semble encore le dépeindre comme un enfant capricieux.
Et nous, pauvres spectateurs, allons nous mettre le plus souvent du côté de l'ordre Jedi, perdant ainsi le peu d'empathie que nous gardions encore pour Anakin. Les directives du Conseil, même si elles sont discutables, semblent tout de même être les plus avisées. Et pourtant, si on se penche sur ce que le film ne nous montre pas, ou en tout cas pas assez, les Jedi, après avoir échoué à empêcher l'un des conflits les plus ravageurs de leur histoire, se sont engagés dans ce même conflit en tant que généraux, alors qu'ils se décrivent eux-mêmes comme gardiens de la paix. Ils ont donc accepté de se mettre dans une position où chacun des membres de l'ordre sera amené à prendre des décisions pragmatiques, impliquant très souvent la mort de milliers d'êtres vivants, des clones certes, mais des êtres humains quand même, sans parler des nombreuses victimes collatérales. Si certains Jedi se sont sûrement résolus à faire en sorte que la guerre soit la moins meurtrière possible, combien ont au contraire préféré obtenir les victoires les plus expéditives dans l'intention louable de finir la guerre au plus vite, mais au détriment immédiat de l'éthique Jedi? Combien ont dû s'abaisser à fomenter l'assassinat de têtes pensantes ennemies? Combien ont dû approuver la torture de prisonniers? Combien de jeunes Padawans ont, comme Anakin, terminé leur formation dans un tel contexte, récompensant les actions militaires? Au final, quel impact a eu la guerre des clones sur l'ordre Jedi et quel désaccord en son sein a-t-elle engendré? Pour en revenir au point de vue scénaristique, n'aurait-il pas mieux valu montrer un ordre Jedi décadent qui prend des décisions réellement discutables pour ainsi donner à Anakin une raison valable de se tourner vers le côté obscur, et au spectateur une raison valable de comprendre ce choix? Ou, à l'inverse, fallait-il montrer Anakin en tant que général de guerre héroïque, dont les actions, bien que légitimes en temps de guerre, seraient en total désaccord avec la doctrine Jedi? Posons-nous les bonnes questions. Devions-nous vraiment éprouver de l'empathie envers les choix d'Anakin? La haine que l'on éprouve envers Anakin est-elle une réaction logique et voulue face à l'ironie dramatique? Est-ce une bonne idée d'engager un acteur spécialiste des ados perturbés dans les drames familiaux pour jouer un ado perturbé dans un space opéra? C'était Pourquoi tant de haine? Merci.